Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée Spatiale, votre podcast d'actualité spatiale et là de présentation des entreprises spatiales pour cette fois-ci. Vous êtes dans l'épisode 5 de cette saison 6 et on commence par le générique. À tous de DDO, décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. Live long and prosper, Odyssée. Et nous revoici donc pour une nouvelle émission à Astroscale. Donc vous avez déjà sûrement entendu les portraits d'espace. Nous sommes avec Pierre O'Malley. Bonjour Pierre. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Et bonjour Morgane Leca. Bonjour. Et bonjour Thomas. Salut Simon. Le seul et l'unique. T'as cru que j'allais t'oublier? Mais non. Jamais, j'ai toute confiance en toi. Et nous sommes aujourd'hui ici donc pour discuter des activités d'Astroscale, notamment autour des débris spatiaux, mais pas que, on y reviendra. Juste pour un petit point de rappel, parce qu'on a déjà parlé des débris spatiaux dans nos précédentes émissions, notamment avec Raphaël Chevrier, qui est donc l'auteur du livre, qui s'appelle Les saccageurs de l'espace. C'est que les débris spatiaux, il y en a partout autour de nous. On compte environ 34 000 débris de plus de 10 cm. Là, je sais que Pierre va peut-être me corriger. Et j'avais noté un chiffre qui était donné par l'ESA il y a quelques années, qui était 128 millions de débris spatiaux de plus de 1 mm. Et on sait que c'est des chiffres surtout, qui sont amenés à évoluer malheureusement progressivement, et on pourrait aller jusqu'à ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, c'est-à-dire que ça s'alimenterait dans une réaction en chaîne gigantesque qui nous couperait l'accès à l'orbite terrestre. Qu'est-ce que vous, à Astroscale, disons, comment cette réalité-là a pu amener à la création de cette entreprise à l'origine, disons? Alors déjà, je vais te corriger parce que je m'en doutais. Aujourd'hui, alors les chiffres, c'est des chiffres qui viennent de l'ESA, qui sont d'octobre 2025. On est à 54 000 objets de plus de 10 cm, dont il y en a uniquement 9 300 qui sont des satellites actifs. Donc si vous faites l'abstraction, vous voyez le nombre de débris qu'il y a. Et si on parle donc des débris qui sont supérieurs à 1 mm, c'est 140 millions maintenant. Donc on voit qu'effectivement, comme tu le disais en introduction, c'est une population qui tend à grandir, non seulement parce qu'on va mettre de plus en plus de satellites dans l'espace, et qu'après, malheureusement, il y a des satellites qui vont avoir des pannes, des satellites qui vont exploser, quelques petites collisions qui vont générer ces petits débris et qui font que ces chiffres augmentent d'année en année, d'année en année. Et donc, pour répondre à ta question sur la création d'Astroscale, c'est en 2013, le fondateur, Nobu, un japonais, qui a assisté à une conférence sur les débris, où j'étais d'ailleurs, et qui s'est dit, quand même, c'est impressionnant ça, vu que le spatial est quand même quelque chose qui va être de plus en plus important, il y a peut-être intérêt à traiter ce problème. Et donc il a décidé, avec ses financements propres et sa volonté de personnel, de monter Astroscale. Et donc d'arriver aujourd'hui à la situation dont on est, c'est-à-dire Astroscale implémenté dans une multitude de pays avec plus de 600 personnes qui travaillent pour l'entreprise. Et Morgane, donc Astroscale France, qui est là, qui s'est implémenté, qui s'est installé grâce à la structure française, il y a 2 ans maintenant. Oui, 2023. Oui, il a eu une vraie vision. Je pense qu'il a vraiment fait la transition entre ces conférences où il y avait l'alerte depuis plusieurs années, des dizaines d'années, beaucoup d'universitaires et d'agences qui en parlaient, et personne, en tout cas c'est ce qu'il dit, qui s'attaquait concrètement au problème, en tout cas d'un point de vue entreprise, donc commercial. Donc il est rentré une semaine après de cette conférence qui devait être avril, parce que Astroscale a été créé
évidemment, le 4 mai, May the Force. Voilà. J'adore la référence. Voilà, donc il est rentré vraiment une semaine après, donc c'était à la base quand même un entrepreneur au Japon, et il a créé cette société avec une vraie vision, et puis surtout une réalisation. Parce qu'effectivement, 13 ans après, j'ai l'impression qu'on vient de fêter les 10 ans. On est 700 dans le monde, dans 5 pays, avec 2 missions qui ont volé, des dizaines dans le backlog. Et voilà. Et alors, vous parlez justement de réalisation concrète de la part d'Astroscale, mais une question qu'on s'est posée, c'est pourquoi cette volonté de faire des filiales à travers le monde ? Pourquoi est-ce que vous ne concentrez pas vos moyens, par exemple, sur l'entreprise mère au Japon, ou sur 1 ou 2 filiales ? Pourquoi est-ce que vous êtes allé vous implanter comme ça, vous implémenter dans plusieurs pays ? Alors, ça a été fait un peu... déjà, pour suivre le problème des débris, Pierre l'avait rappelé en introduction, c'est un problème qui est global. L'espace, ça appartient à tout le monde. C'est pas comme l'espace aérien qui est segmenté avec chaque pays à son espace. Donc les débris sont à tout le monde. En tout cas, ils appartiennent à certaines nations, mais ils circulent sur toute l'orbite. La réglementation, elle est aussi internationale. Donc, Nobu étant japonais, la première filiale était japonaise. Les plus gros polluteurs, entre guillemets, de débris sont, tu me corrigeras, chinois, russes et américains. Donc tout de suite, c'était l'idée de s'attacher à un objet qui n'est pas le nôtre, de nettoyer sur un maximum, et puis de suivre l'influence des projets. Donc le Japon, parce que c'était l'origine, et ensuite, très vite, l'histoire d'Astroscale UK est assez intéressante. Donc je pense que c'est 2015. On veut faire une première mission qui s'appelle ELSAD, donc qui a été lancée pour démontrer le docking magnétique. En 2015, on parle donc des débris dans cette conférence, mais aucun pays ne veut donner une licence aux satellites de démonstration pour démontrer la capture. Donc, un satellite, ça a besoin d'une licence, une sorte de permis de conduire, d'autorisation pour pouvoir se lancer par le pays de lancement ou par le pays de fabrication. Nobu est allé dans 10 pays, dont la France, les États-Unis, 10 pays. Le seul qui a voulu donner une licence, prendre ce risque, donc le Japon ne voulait pas, c'était l'Angleterre. Et donc, il a dit, je vais m'installer en Angleterre, installer la filiale en Angleterre. Donc, Astroscale UK est arrivé très vite, 2017. Et ensuite, le spatial, les États-Unis, place proéminente. Donc 2 ans plus tard, Astroscale US, avec cette volonté de se dire, il faut qu'on aille chercher le plus de débris, qu'on développe les services, qu'on suive aussi le marché, les financements et les partenaires. Donc Astroscale US est né sur 2 sites à Denver, qui est un petit peu le Toulouse du spatial aux États-Unis, et Washington, parce que c'est le Paris du spatial, on va dire, tous les décideurs. Et en 2020, on a racheté Effective Space, qui était une société de robotique à Tel Aviv, donc en Israël, qui est un peu le centre technique de Astroscale US. Donc une filiale un peu différente, mais un beau centre technique. Je pense que c'est une 40, 50 de personnes aujourd'hui. Donc on était bien installés. Et puis l'Angleterre a fait son Brexit. On est sorti de l'Union européenne. L'Union européenne qui est quand même un acteur spatial majeur. Donc l'idée, ça a été de reprendre un pied dans l'Union européenne, qui avait aussi un gros poids au niveau des réglementations, des technologies bien sûr. On a fait une étude de pays et on a choisi la France, donc l'implantation à Toulouse d'Astroscale France en 2023. Donc là, je pense qu'on a couvert le monde, en tout cas au niveau réglementation et programmes spatiaux. Et maintenant, je pense qu'on développe dans ces filiales en parallèle. C'est bien des entités distinctes, mais avec cet héritage, cette unité, cette vision commune. Et on peut envisager, je pense, de vendre à l'export dans d'autres pays en fonction des régions. Mais c'est ce qui fait notre force par rapport à d'autres sociétés. Il y a d'autres sociétés maintenant. À l'époque, en 2013, même 2015, il n'y en avait pas. Enfin, je pense qu'il y en avait 3. Maintenant, on en compte des centaines qui font des services en orbite, en tout cas qui essayent d'en faire.
Et nous, on a cette force-là d'avoir cet héritage de plus de 13 ans, mais aussi cet échange entre les pays, entre ces sociétés, ces façons de faire, donc d'aller je pense, plus vite et d'être plus performant. Oui, je rajouterais pourquoi la France, parce que la France a été quand même le premier pays au monde à mettre une loi, la loi sur les opérations spatiales, en 2008. Et donc les licences dont parlait Morgane, la France a été un des premiers pays à mettre une licence coercitive. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas la loi, vous n'avez pas le droit de lancer. Et donc maintenant, beaucoup de pays ont suivi cet exemple français, où il y a des réglementations qui sont coercitives. Et donc dans les réglementations, c'est des choses simples. C'est vous faites un véhicule qui ne fait pas de débris. Une fois que vous avez utilisé votre véhicule dans l'espace pendant le temps des opérations, vous ne le laissez pas traîner là-haut, vous le désorbitez pour laisser la place aux autres. Et puis vous respectez un certain nombre de règles de bienséance quand vous opérez votre satellite. Et donc voilà. Et la France a été donc en 2008 la première loi, et en 2024-25 une deuxième version qui a pris en compte les opérations de ce qu'on appelle in-orbit servicing, comment faire des opérations de proximité en orbite avec des règles à respecter pour éviter de générer des débris. Merci de rappeler le juridique, j'aurais dû le faire. Non, c'est extrêmement important, c'est un vrai point. Et maintenant, on a la loi spatiale européenne qui va reprendre notamment des dispositions de la France. C'est largement inspiré, en effet, de la loi française. Précurseur français. Pour une fois qu'on est les premiers, je le répète. Oui, et c'est extrêmement important dans la préoccupation qu'on a de s'attaquer aux débris spatiaux, à la durabilité spatiale. C'est la technique, mais également la réglementation. C'est comme ça qu'on arrivera à faire quelque chose. On s'inspire beaucoup d'autres industries. On a souvent l'aérien, c'est proche du spatial, mais moi je préfère prendre d'un point de vue juridique le maritime, voire même le nucléaire ou les éoliennes. On a fait de la recherche là-dessus. En fait, les mécanismes de financement par la réglementation, justement, dans les licences de désorbiter, en fait, d'enlever à la fin de vie une centrale nucléaire, peut être comparable au spatial. Donc on peut s'inspirer de mécanismes de financement et de réglementation. Donc un environnement très hostile, des technologies de pointe qui coûtent très cher dans les deux cas. Donc voilà, on peut s'inspirer d'autres industries pour réglementer plus facilement et faire des mécanismes de financement. C'est super que tu dis ça, parce que tu vois, d'appliquer le droit de la mer à l'espace, ça, je pense que ça pourrait être vraiment un truc pour changer les mentalités. Parce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'aller chercher les débris, c'est finalement qui va payer. Est-ce que le contribuable français va payer pour aller chercher des débris qui ont été mis par les Russes, les Chinois ou les Américains? Alors, peut-être qu'avec un petit peu d'inspiration, on pourrait se dire oui, parce qu'effectivement, moi, contribuable français, je vais payer pour aller chercher ces débris-là, parce que finalement, ça va me faire de la place pour continuer à profiter de l'espace, parce que mes satellites français ne seront pas impactés par les débris. Enfin bon, quand même, on se dit... Des centaines de millions d'euros, si on resitue Alors que du coup, le fait d'essayer de créer un marché pour que les entreprises privées aient un intérêt à faire ce genre de choses, qui fait que pourquoi on ramasse ces débris, il faut qu'on soit payé pour. Alors soit on est payé par une communauté ou pour aller chercher les débris, c'est ce qui se passe au sol. Mais nous, il faudrait que ça soit des gens qui payent pour aller nettoyer l'espace. Et ça, on voit qu'aujourd'hui, les États ne sont pas prêts à payer à cause des problèmes internationaux. Et donc, ils n'ont aussi pas le droit de s'attacher à un autre Ils n'ont aussi pas le droit. Et c'est pour ça que moi je proposerais, appliquons le droit maritime à l'espace. C'est-à-dire que si tu laisses ton débris plus d'un certain temps, allez, je sais pas, disons 25 ans, au bout de 25 ans, ce débris, n'importe qui peut aller le chercher. Et donc une entreprise privée peut se dire, moi j'ai un intérêt maintenant à aller chercher ce débris, puisqu'il va m'appartenir, j'ai de la matière première, et peut-être que cette matière première, dans 25 ans, elle sera... inestimable d'un point de vue coût. Et donc ça justifie de l'investissement privé, donc du vrai investissement par rapport aux investissements étatiques qui, eux, sont quand même contraints à des règles différentes. Et donc le droit de la mer à l'espace, j'aime bien le concept. Il faut qu'on en travaille. Là, c'est vraiment aller chercher... un podcast spécial là-dessus. Écoutez, on vous laisse, sinon... le micro allumé, on vous laisse travailler. On fait une capsule R&D. Mais ça me fait beaucoup penser à une discussion qu'on a eue il y a quelques années sur ce sujet-là, à ces micros, avec un ami à nous, François Relier, que j'embrasse, qui est docteur en histoire du droit spatial, et qui parlait du fait que les grands fonds marins étaient un modèle qui était beaucoup utilisé par l'ONU pour essayer
de créer une vraie réglementation internationale coercitive, parce qu'on connaît le traité de l'espace, on connaît les lois qui ont été passées depuis, on sait que tout le monde ne l'a pas ratifié et qu'il est difficilement applicable en l'état et plus du tout à jour, mais qu'effectivement cet exemple-là des grands fonds marins et puis du droit maritime en général était assez parlant, en tout cas ce qui se rapprochait le plus de ce qu'on pourrait faire dans le droit spatial. Donc c'est hyper intéressant pour les gens de se rendre compte qu'effectivement, comme tu le disais Morgane, l'espace c'est international en l'essence, le droit maritime l'est en très grande partie, en tout cas dans les zones Oui. qui sont internationales, parce que c'est pas toujours le cas, mais c'est effectivement des parallèles qui sont parlants pour les gens et qui peuvent permettre aussi de prendre des exemples concrets de piraterie, Oui. notamment parce que ça existe aussi D'un dans le point de domaine vue spatial. financier, je préfère quand même c'est un droit, mais le côté centrale nucléaire ou éolienne. Je discutais avec des personnes qui travaillent dans l'éolien et ils me disaient, nous, si on met des licences, d'ailleurs au large de la Bretagne où j'habite, il y en a des centaines d'éoliennes, s'ils les installent, au moment de les installer, avant même de financer le projet, ils doivent avoir dans leurs autorisations un plan pour les enlever à la fin de leur vie et qui est financé par le projet. Donc en fait, là, on était vraiment sur la question commerciale. Il y a aussi la question de la réutilisation technique qui est très intéressante. Si on imagine que dans la licence que l'État français délivre et les autres États, au moment c'est soit vous allez le déorbiter par vos propres moyens, soit s'il casse, vous allez appeler Astroscale ou autre pour pas le laisser et ce financement-là sera pris en compte dans votre plan de financement. Après, l'équation des satellites et des opérateurs est compliquée, mais ça incite vraiment à prendre en compte la fin de vie. Et c'est un petit peu le cas de la nouvelle LOS de 2024, je pense. Donc je trouve que c'est un mécanisme qui est peut-être, oui, c'est moins parlant que le maritime, mais l'éolien ou les centrales nucléaires, c'est aussi le cas. Et donc il y a des mécanismes d'assurance et des mécanismes financiers. Un peu ok, je dépose de l'argent sur un fonds. Si je déorbite ou j'enlève mon éolienne ou mon satellite, on me rend l'argent. Sinon, l'État garde l'argent, par exemple, pour aller financer une mission de débris. Ça paraît simple, mais je pense que c'est très compliqué à mettre en place. C'est le principe de la Là, caution. ouais, la dont on a caution, parlé, c'est hein. ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est clair, mais ça n'est applicable qu'aux futurs satellites. Ça, c'est Et sûr. qui va chercher les vieux débris qui appartiennent à personne, toi? Et c'est là où moi Alors, je me oui. disais, cette solution-là, alors peut-être que dans la caution, quand les cautions pas utilisées, on fait des missions pour aller nettoyer les vieux débris qui appartiennent à personne. Figure-toi que mon interview d'entrée d'Astroscale, on m'a posé la question. À l'époque, c'était plus dur qu'aujourd'hui, je trouve. Moi, j'avais eu un cas pratique, j'avais travaillé sur 2 jours. Comment financer un fonds international de débris? Donc, l'idée, c'est la caution. Si elle est attrapée par l'État, elle va par exemple dans un fonds international. On ne sait pas comment il est géré, c'était mon cas pratique de le gérer, qui permet peut-être de financer, d'aller chercher des débris qui sont déjà existants. Mais là, on invente vraiment un système. Donc, j'ai travaillé dessus. Alors que le système de piraterie, tu vois, en mode... Astroscale ne cautionne pas non, du tout non, la piraterie. bien sûr. Il va falloir lui acheter un tricorne à Non, Pierre. mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, un bateau qui est abandonné dans les eaux internationales, il appartient la première personne qui monte dessus. Et donc, si tu abandonnes ton véhicule dans l'espace sciemment, c'est-à-dire qu'en fait, tu mets un véhicule dans l'espace, tu l'utilises, et puis après tu le ramènes, ou tu le détruis, tu le décommissionnes, tu fais ce que tu veux, mais si tu l'abandonnes là, eh ben, ça veut dire que tu dois continuer à être responsable des problèmes que ça va faire, mais que si quelqu'un vient te le prendre parce que lui va s'en occuper, le droit international devrait dire ok, ce n'est pas un acte de piraterie ou un acte de guerre. Et aujourd'hui, tu as raison, c'est Juridiquement, considéré on en est loin. comme un acte de guerre. Et oui, mais pourquoi? Parce que finalement, on n'a jamais eu le cas pratique. Et donc, On s'y risquera pas en tout cas. nous, non, d'accord. Non, Bon, en mince. tant qu'Astroscale. Mais du coup, comme tu fais un très beau lien avec Astroscale, comme vous l'avez dit, il y a quand même des centaines de milliers, voire de millions de débris spatiaux de toute taille. Et d'ailleurs, chez Astroscale, on ne parle pas que de débris, puisque vous avez évoqué le fait d'être un petit peu des garagistes de l'espace. Mais alors justement, c'est quoi vos missions? Comment concrètement, parce que vous parlez d'actes concrets, vous allez travailler en orbite? Alors, on a 3 types de missions. La première, c'est inspecter. Donc, on a concrètement, aussi les gens disent, c'est quoi? Vous êtes des serviceurs ou des éboueurs ou des dépanneurs? Est-ce que c'est des petits astronautes avec des balais? On avait cette vision. Non, c'est vraiment des satellites.
Donc on a la première mission du satellite, ça va être d'inspecter, donc de s'approcher ultra proche d'un objet spatial, soit préparé ou non, donc ça peut être un débris, ça peut être un satellite, et d'inspecter son état, est-ce qu'il y a une collision, est-ce qu'on peut se docker. Ça peut avoir un intérêt aussi stratégique d'un point de vue militaire, aller voir ce que font les autres satellites des autres pays. On en entend beaucoup parler en ce moment des rapprochements. Donc première grande type de mission. La deuxième catégorie très large, c'est vraiment le service. Donc, ça va être tout ce qui va être le service de l'extension de vie, donc s'attacher à lui pour lui ramener de la vie, le refueler, donc refaire son plein de carburant. On peut imaginer d'autres versions de service à terme, même le réparer peut-être en orbite, manufacturer en orbite. Et le troisième grand service dont on parlait, qui est enlever, donc retirer, c'est-à-dire retirer des objets préparés, donc avec des plaques d'amarrage en amont, ou des débris préexistants. Donc c'est vraiment 3 grandes catégories de services en fonction du service, des caméras, des bras robotiques ou des bras mécaniques, magnétiques pour se docker. Et le cœur du système, ça va vraiment être les algorithmes d'approche et de navigation qui sont autonomes pour aller s'attacher à ce satellite. Et alors, une question, parce qu'il faut que je la pose, sinon je sais qu'un bon ami à moi va me la poser. Vous intervenez sur des satellites. Alors, toute taille de satellite, c'est ma première question. Deuxième question, est-ce qu'on peut imaginer que vous interveniez sur des objets, des véhicules comme l'ISS ou comme des capsules habitées? Et troisième question, et bien sûr la réponse éventuellement non, est tout à fait intéressante. Est-ce que vous pouvez intervenir sur, imaginons des orbites lointaines comme la L2 où le James Webb est présent, sur une telle mission, s'il y avait un besoin hyper important d'aller intervenir? Alors je vais prendre que la première question et je te laisse le reste. Sur la taille, alors nous on est sur toutes les orbites, donc là on allait très loin, donc je vais préciser Léo-Géo. Sur les deux. Taille, en fait, il faut que ce soit intéressant. On en revient commercialement. On ne va pas aller chercher, servicer des satellites ou désorbiter des trop petits satellites. Déjà parce qu'ils sont en orbite souvent basse, donc on va dire sous 400, 500, 600. Donc ils rentrent dans l'espace assez rapidement, quelques années, quelques dizaines d'années. Ou ils sont trop petits, parfois c'est des CubeSats, ils n'ont pas de propulsion, donc pas d'intérêt d'aller développer un satellite. Nos satellites, ils font entre 100 et 500-600 kilos, je pense, pour l'instant. Donc voilà, on ne va pas construire un satellite de 100 kilos pour aller désorbiter un satellite de 5 kilos. Ça c'est pour la taille, donc on s'intéresse plutôt à, on va dire 100, 150 jusqu'à les étages de fusée, ils font jusqu'à 2 tonnes je pense pour l'instant dans nos capacités, mais on peut imaginer plus. Et sur les orbites, donc des orbites qui sont intéressantes aussi, donc ça va être je dirais à partir de peut-être 700, 800. Voilà, beaucoup de clients jusqu'à 1000, 1200 en orbite basse et des orbites géostationnaires pour l'extension de vie ou d'autres missions. Je te laisse pour la Lune, la L2, l'ISS. Donc, dans l'absolu, un véhicule mécanique, que ce soit une ISS, une capsule ou un satellite, bon, on peut considérer que c'est un peu la même chose. Après, il s'avère que je pense qu'aujourd'hui... Alors, après, donc, il faut qu'on se positionne dans une échelle de temps aussi. Mais parlons de nos prochaines missions. Nos prochaines missions peuvent aller effectivement attraper un étage de lanceur et le désorbiter. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille et on est avancé dessus et on a un planning qui va bien. Aujourd'hui, pour aller réparer la Station spatiale internationale, je pense qu'il est encore préférable d'utiliser des astronautes qui habitent là, qui sont capables de sortir et d'aller réparer la station. Après, dans un cas extrême comme une capsule bloquée quelque part parce que justement elle ne peut pas s'amarrer sur la station parce qu'il n'y a personne pour pouvoir débloquer ce système-là, faire appel à un de nos véhicules équipé d'un bras de génération 2, c'est-à-dire pas uniquement j'attrape magnétiquement un véhicule, mais je suis capable d'avoir ce qu'on appelle un end effector, c'est-à-dire une poignée agile pour aller débloquer quelque chose. Ça, c'est des évolutions technologiques que l'on envisage dans les 5 à 6 ans. Et donc j'ai envie de dire oui. Après, sur L2,
Eh ben, si on a la capacité d'y aller, parce que c'est le problème, c'est qu'il faut y aller avec le propulseur, nos technologies qui seront développées dans le cadre des orbites géostationnaires, on a à peu près les mêmes conditions environnementales vis-à-vis de tout ce qui est rayonnement électromagnétique en L2, et donc on pourrait tout à fait servicer des véhicules en L2. Et j'ai envie de dire, c'est presque même vachement intéressant, puisque c'est super loin et c'est très difficile d'y avoir accès. Donc pourquoi pas dans le futur donner la capacité de s'auto-réparer un véhicule mécaniquement, pour aller changer des pièces de rechange de façon autonome, parce que soit il y a un véhicule qui vient et qui fait plusieurs véhicules, mais en L2, bon, on imagine bien qu'on est tellement loin que bon, c'est possible. C'est pas encore dans la roadmap. Non. Enfin, alors, le fait de réparer s'arrête quelque au géo. chose, ou de bouger un panneau solaire, tout ça, Ça, oui. technologiquement, si tu veux, c'est juste un problème de propulsion après. Donc, Oui, bien sûr. Mais Je vais faire un petit point vocabulaire pour les néophytes, parce qu'on a évoqué plein de C'est termes là. vrai. LEO, Low Earth Orbit, donc l'orbite basse, environ jusqu'à 700, 800 km. Ça peut aller jusqu'à 2000 même. c'est la norme, c'est ça. C'est 2000. Ouais. Voilà. 2000, 0, c'est orbite basse. Voilà. 0, c'est très très bas, effectivement. C'est même Allez, un peu 120, trop bas, 120. peut-être. C'est au tout 120, début. ouais. Tu peux me checker dans la main quand même. Effectivement. Et après, on a l'orbite géostationnaire, donc 36 000 C'est ça. km, autour de 36 000 km. On a parlé aussi de point L2, point Lagrange de 2, ouais. Lagrange. T'as la distance L2, de 1,5 million de Waouh, kilomètres. je En tout cas, c'est là où est l'avais situé le JWST, donc James Webb Space Telescope. Ça fait beaucoup de termes qu'on a utilisés. Donc On je fait des préférais. quiz, n'en faites pas contre lui. Voilà, ça vaut non, pas je le coup. préférais redonner un petit peu les termes pour ceux qui nous écoutent ou celles qui n'auraient pas ces informations pour qu'on comprenne bien. Et on a parlé très rapidement, je crois que c'était dans ton portrait, même pas dans l'émission, de l'évolution des satellites actuels. Notamment, on va vers les constellations, voire les méga constellations. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est qu'aujourd'hui, on a environ 16 000, 15 000, 16 000 satellites qui ont été envoyés dans l'espace, enfin qui sont dans l'espace actuellement. On sait qu'on pourra doubler, peut-être même tripler si jamais les projets comme Starlink, Kuiper et autres vont au bout, doubler le nombre de satellites. Comment Astroscale se place dans ce contexte où l'évolution de l'orbite, notamment basse, parce que les méga constellations, notamment pour l'Internet, c'est en orbite basse, comment vous vous positionnez pour venir répondre aux besoins qui vont croître de manière très forte dans les prochaines années? On voit déjà des Starlink qui ont des problèmes de decommissioning, de fin de vie pas anticipée. Est-ce que vous pensez adapter votre offre à cette situation en évolution, ou est-ce que vous pensez que votre offre est déjà suffisante pour, en tout cas bien adaptée à ces besoins en devenir? Alors, moi, je donnerai deux réponses. Comment on va augmenter les constellations et la densité de la population en orbite? Je pense que c'est par la régulation. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des règles de la route précises, on va pouvoir densifier les orbites, puisque chacun va respecter les règles, et c'est un peu comme sur la route. Si vous roulez sur l'autoroute sans foi ni loi, vous pouvez faire rouler qu'un seul gars qu'un seul véhicule de façon sûre. Et si vous avez des règles très précises et que tout le monde respecte ces règles à la lettre, vous êtes capable de rouler tous à la même vitesse avec des intervalles très réduits, et donc de densifier la population. Et donc on est à peu près dans la même chose. Là où intervient quelque chose de problématique, c'est quand il y a un grain de sable dans cette machine huilée. Et c'est là où ce grain de sable, il est traitable de façon différente si on est en orbite dite basse. Alors, par exemple, Starlink, aujourd'hui, ils sont à 500 km. Ça veut dire qu'ils sont à une orbite où il reste encore du frottement atmosphérique, et où, naturellement, les véhicules, s'ils n'ont pas un système de propulsion qui les maintient à la bonne altitude, ils vont descendre. Et ils vont descendre et brûler dans l'atmosphère, en gros entre quelques mois. Inférieur à une année. Et donc, ça veut dire que s'il y en a un qui tombe en panne, il va sortir de la constellation automatiquement parce qu'il frotte. Et donc, Starlink sait encore gérer aujourd'hui, grâce à leurs algorithmes, les collisions, et donc un satellite qui tombe en panne. Cette solution-là, elle est différente sur les orbites plus hautes, et en particulier pour son concurrent OneWeb, qui lui est à 1200 km, où là il n'y a plus d'altitude résiduelle. Et ça veut dire qu'un satellite qui tombe en panne dans la constellation, c'est un satellite qui reste dans la constellation. Et c'est là où nous, on a vraiment quelque chose et un impact à faire. C'est-à-dire que ce véhicule,
il faut déjà le sortir de la constellation parce que c'est quelque chose qui va gêner la structure de la constellation. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour OneWeb, mais les constellations en basse altitude, au pôle, vous croisez à quelques secondes. C'est-à-dire que sur un même point géométrique, à 2-3 secondes, il y a un véhicule qui passe. Parce que c'est là où tous les plans se croisent, et donc vous avez une densité de population d'objets. Ça veut dire que votre objet, si vous ne le pilotez plus, il peut se décaler un peu dans le temps, arriver 1 ou 2 secondes plus tard, et donc rentrer dans son copain. Et donc, si vous n'avez plus le moyen de piloter ce satellite, il faut bouger toute la constellation pour éviter ce copain-là qui est indiscipliné. Et c'est là où nous, on a du business. En disant, nous, on est positionné à un endroit qui va bien. Ce véhicule, on vous le sort de la constellation, c'est-à-dire que vous n'avez pas toute la constellation à reconstruire, à repositionner, et donc on en est là. Et donc c'est en ça que cette offre, elle est intéressante et qu'elle intéresse d'ailleurs les opérateurs. Et je crois que il y a des accords qui sont en train d'être travaillés, voilà. Et donc c'est là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est leur dire, cette solution-là technologique, elle existe, elle est sur étagère. Voilà, signé en bas. Quelle option vous voulez? Effectivement, c'était un bon exemple et vous l'évoquiez plus tôt, ça peut s'adapter à plein de situations différentes et on sait qu'à l'avenir, on va avoir pas mal de questionnements sur les collisions, les évitements. Là, on sait que déjà le CNES et l'Agence spatiale européenne travaillent sur ces algorithmes-là. On en avait évoqué dans de précédentes émissions, mais vous travaillez aussi sur donc, des plaques d'amarrage, docking plates, que vous vendez, disons, à des entreprises qui du coup construisent des satellites pour leur permettre en fait d'être plus facilement utilisables, pour leur permettre de profiter de vos services de manière beaucoup plus simple. J'ai cru comprendre qu'en 2025, c'était l'année dernière, parce qu'on est en 2026 quand même, je dois m'habituer, on est encore en janvier, laissez-moi tranquille, vous avez contractualisé avec Airbus Defence and Space pour un beau contrat. Est-ce que tu pourrais nous... je te regarde Morgane parce que j'ai cru comprendre que les contrats c'était ton domaine. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Et j'ai travaillé chez Astroscale UK d'ailleurs. Donc j'ai vu le début de la docking plate. Donc oui, c'est une petite plaque. Ça ressemble à un petit rond avec des jambes ou non, en fonction de ce que l'opérateur veut, qui a été designé pour être très légère et le moins intrusif possible sur un satellite. L'objectif, c'est que les opérateurs, les manufactureurs l'installent sur le satellite en amont et ça permet, nous, d'avoir un service qui sera normalement moins cher, plus efficace car plus répétable et d'aller se docker donc de façon magnétique. C'est une sorte de petit QR code sur la plaque que notre capteur pourra détecter et se docker ensuite avec lui au lieu de designer un bras robotique dédié à cet objet qu'on ne connaît pas, etc. Donc c'est valable pour les futurs satellites. Effectivement, Astroscale UK donc, vient de signer un contrat avec Airbus. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On a d'autres opérateurs qui s'y intéressent, d'autres plus petits contrats. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir une adoption plus grande de cette préparation. Que ce soit la plaque Astroscale ou d'autres, j'ai envie de dire, le premier niveau, c'est soyez préparés. Ça, c'est le numéro 1 et idéalement, soyez préparés avec une plaque Astroscale. Comme ça, on peut s'y attacher, mais on est compatible de la plupart des systèmes de préparés avec nos serviceurs aussi, avec des petits bras. Ça va vraiment permettre une adoption généralisée du service et comme le disait Pierre, un satellite casse dans la constellation, on peut aller le chercher de façon assez routinière au lieu de designer une mission comme on le fait pour un étage de fusée japonais actuellement qui va prendre, je sais pas, c'est la première, donc peut-être 5, 6, 7, 8 ans avec des technologies de pointe dédiées pour cet objet. On entend bien que c'est pas vivable et récurrent de le faire à chaque fois. Et oui, je rajouterais, contrairement à des missions scientifiques, d'exploration martienne, où là on peut vraiment se faire plaisir sur des super technos à la pointe, nous, on a quand même, on est une boîte privée, et donc il faut qu'on fasse attention aux coûts et qu'on rende notre service achetable par les clients. Il faut que les clients se disent, ah oui, ok, j'achète ça parce que c'est fiable.
Et puis ça me coûte pas un bras. Enfin bon, je serais Un tout bras seul. robotique. Voilà, c'est ça. Parce qu'un bras robotique, c'est tout de suite des dizaines de millions d'euros pour le spatialiser, tout ça. Donc plus le système va être simple et standardisé, et plus on va pouvoir baisser les coûts et donc rendre ce service le plus normal possible. C'est exactement comme les crochets des voitures. Aujourd'hui, c'est tout standardisé. Quand le dépanneur il arrive, il va pas trouver un gros crochet, un petit crochet. Il a un crochet de 5 cm qui est normalisé. C'est le même sur toutes les voitures. Et donc, c'est exactement vers quoi on veut aller pour que ça soit plus quelque chose d'extraordinaire d'aller dépanner un satellite, que ça soit normal. Vous achetez un satellite, il est fait pour être jusqu'au recyclage et jusqu'à la désorbitation et à l'attraper. Voilà. Donc, et alors, là où je suis content, c'est que je crois que dans la loi française, aujourd'hui, il y a un article qui dit que les véhicules qui volent doivent être équipés d'un système pour aider la désorbitation. C'est une avancée majeure. Tout à Si fait. ça pouvait être comme ça dans toutes les Encore une fois, cocorico, réglementations. C'est vrai. Vous qui nous écoutez, vous l'aurez compris, si le sujet des débris, des déchets spatiaux, de la désorbitation ou encore de la mécanique dans l'espace vous intéresse, vous l'aurez compris, suivez les actualités et l'émission d'Astroscale. Mais avant de laisser la parole à Simon, qui va vous annoncer la petite surprise de fin de podcast que j'adore ce moment, un très grand merci de nous avoir accueillis ici, chez vous, dans vos locaux, parce qu'on est très bien reçus et c'est un plaisir d'être là. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez partagé. Et puis, je l'espère, à très Merci bientôt. beaucoup, à très bientôt. Et oui, il y a une petite surprise de fin de podcast. Tout d'abord, je vous remercie également de nous accueillir ici à Toulouse, dans un des locaux d'Astroscale France, qui a été ouvert il y a 1 an, je crois à peu près. Et donc, la petite tradition de fin de podcast, c'est qu'on vous laisse le mot de la fin. On vous laisse les clés de l'émission. Vous en faites ce que vous voulez. Ça peut durer 5 secondes, comme ça peut durer 10 minutes, si vous avez le temps. Vous dites ce que vous voulez. C'est à vous de conclure. En plus, vous êtes 2, donc vous vous regardez en chien de faïence en disant qui prend la parole. Nous, on pose le micro et Voilà. Si vous je te démarrez, laisse hein. commencer, Mon ça va travail est durer terminé. 20 minutes, non? Et je vous souhaite une très bonne Comme soirée. tu veux. Non, écoutez, merci beaucoup de nous donner la parole, de vous intéresser à ces sujets-là et surtout de partager votre passion et la nôtre avec vos auditeurs. Parce que l'avenir du spatial, c'est le fait de faire des débris et de faire des systèmes anti-débris, mais c'est aussi le fait d'avoir des ingénieurs passionnés qui veulent travailler dans le domaine. Et j'espère que de nous avoir écoutés, ça aura créé des vocations et des envies. Et j'attends avec impatience de voir ces nouvelles générations venir nous amener des idées nouvelles et nous aider à résoudre ce problème qui malheureusement a été mis en place par nos parents et grands-parents et que nous on doit, je pense comme d'autres grands problèmes de l'humanité actuelle, on doit opérer ce changement. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire chez Astroscale, c'est de donner des outils pour opérer ce changement, vous l'auriez compris. Donc J'avais presque le même mot de la fin. C'est vraiment les équipes, l'humain. J'espère que vous l'avez ressenti à travers ce qu'on dit, la façon dont on en parle, mais les gens ici sont vraiment passionnés. Donc moi, je le disais, c'est dans le spatial, mais chez Astroscale, c'est vraiment particulièrement présent. On a des jeunes ingénieurs et des moins jeunes au Japon, en Angleterre, en France, qui sont vraiment brillantissimes. Moi, je suis pas un ingénieur, je les admire vraiment beaucoup. Et pas que des ingénieurs, vraiment des directeurs finance, des DRH incroyables. Et donc, je pense que c'est ça qui fait la différence et j'espère qu'il la fera. C'est cette vision commune et partagée par les employés qui a été insufflée par Nobu et par les équipes et qui fait briller les yeux quand on dit au grand public, dans une conversation de dîner, qu'est-ce que tu fais? On essaye d'expliquer, je suis une bobo de l'espace ou un éboueur de l'espace ou plus concrètement, je travaille avec des services en orbite. Déjà, le spatial, ça fait rêver et ce métier un peu de durabilité, cette mission qu'on s'est donnée, ça fait rêver. Il y a beaucoup, beaucoup de challenges techniques, financiers, réglementaires. Mais j'espère vraiment qu'on va y arriver. Et en tout cas, on a les bonnes personnes et on est sur la bonne voie. Donc, merci infiniment de nous avoir donné la parole. C'est très précieux et on espère vous revoir bientôt pour des missions, pour des lancements et pour des succès.